peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, que sais-je. En tout cas, j'espère que quand je serai vieux, je pourrai aller faire un petit séjour sur la Lune ou quelque part ailleurs. Ça existe déjà, parce qu'il y a certains millionnaires qui se sont offerts le voyage pour voir la Terre d'en haut. Monter là-haut, il faut avoir le cœur bien solide, mais si j'en ai l'opportunité et si mon corps tient le choc, pourquoi pas. Imaginez partir en voyage dans l'espace avec une vue panoramique sur la Terre. 7 touristes richissimes ont déjà eu cette chance. Coût de leur séjour dans la Station spatiale internationale, 30 millions d'euros. Quels nouveaux projets vont rendre ces voyages plus abordables? À quoi ressembleront ces vacances d'un nouveau genre? Enquête. Voici Richard Garriott, ce millionnaire texan qui a fait fortune dans les jeux vidéo et l'un des premiers touristes de l'espace. Par quels moyens? Direction la Cité de l'espace où Olivier Sanguy, médiateur scientifique, va nous dévoiler les coulisses de son incroyable aventure. Alors pour les 7 touristes spatiaux, les 7 qui sont allés sur orbite autour de la Terre, ils sont tous allés vers la Station spatiale internationale et ils ont tous utilisé pour y aller et en revenir le vaisseau Soyouz russe que vous voyez derrière moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les Russes qui vendent des places pour des touristes à bord de leur vaisseau. Pour voyager vers la Station spatiale internationale, il ne suffit pas d'acheter son billet. Il faut également se préparer. Partir dans l'espace, on parle de touristes spatiaux, mais c'est plus une expédition que du tourisme. Ils doivent suivre un entraînement qui est très proche de celui des astronautes professionnels. Notamment, ils doivent connaître toutes les procédures de sécurité, ils doivent toutes les mémoriser. Et étant donné qu'ils partent sur un vaisseau russe, il faut qu'ils apprennent la langue russe. D'ailleurs, en rigolant, la plupart des touristes spatiaux disent le plus dur, c'est apprendre le russe. Un voyage dans l'espace, ce n'est donc pas de tout repos. Et vous allez voir que ça n'est pas non plus de tout confort. Voyons d'abord à quoi ressemble le module habitable Soyouz, le taxi spatial russe qui vous amène à la station spatiale. C'est celui que l'on voit dans le film Gravity. Donc vous voyez, on est dans le Soyouz russe, le vaisseau qui a transporté à ce jour les 7 touristes orbitaux. Alors on est en position fétale. Pourquoi? Parce que c'est la position dans laquelle on supporte le mieux l'accélération. Quand la fusée décolle, on pèse 3 à 4 fois son poids, on dit 3 à 4 G. Le compartiment est très petit, on doit voyager 2 jours dans ces conditions-là, alors c'est pas du tout une première classe, même pas une classe affaires, et je pense que c'est même moins qu'une classe touriste. Mais alors, si nous ne sommes pas dans un 5 étoiles, pourquoi ce voyage coûte-t-il 30 millions d'euros? Réponse de Sébastien Rouquette, ingénieur. Aller dans l'espace, c'est très coûteux parce que c'est très difficile. Quand on se déplace à la surface de la Terre, on roule, on vole, et ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Mais dès qu'on veut lutter contre la force d'attraction de la Terre, il faut énormément d'énergie. Un avion emporte du carburant, un combustible qui va brûler au contact de l'air, que l'on appelle le comburant. Le problème, c'est qu'en altitude, il n'y a pas d'air. Pour propulser les fusées, il a donc fallu inventer un autre système. Le moteur fusée, lui, va fonctionner essentiellement dans le vide. Donc comme il n'y a plus d'atmosphère autour du moteur, il faut qu'il emporte avec lui ce qui va servir de comburant, donc l'équivalent de l'air pour les moteurs d'avion. Et bien là, c'est de l'oxygène également. Et puis il emporte également le carburant, son réservoir traditionnel, j'allais dire, qui est constitué d'hydrogène. Regardez, voici une maquette de la fusée Ariane. La quasi-totalité de sa structure est occupée par les réservoirs de carburant et de comburant, qui à eux seuls pèsent 800 tonnes. Pendant la montée de la fusée, ces réservoirs, avec les moteurs, se détachent et se détruisent en retombant sur Terre. Voilà pourquoi un lancement de fusée, comme celle qui emporte le module Soyouz, coûte 70 millions d'euros. Vous n'êtes pas milliardaire, mais vous voulez quand même connaître l'impesanteur, comme les astronautes? Embarquement sur l'Airbus 0G, une aventure qui coûte 6 000 euros. C'est à son bord que les astronautes s'entraînent, mais il est aussi accessible au public. Jean-Luc Vibo, passionné d'aéronautique, s'est offert cette expérience. C'est une expérience magnifique que je conseille à tout le monde, le vol 0G. À bord de l'Airbus, donc on nous demande de nous allonger complètement sur des tatamis. Et puis l'avion va prendre une pente ascendante, mais il va vraiment se cabrer. En fait, on a simplement une sensation un peu d'écrasement sur le sol. Et puis il y a un compte à rebours qui est indiqué dans l'avion. Et à un moment, on nous prévient que l'avion va décrocher, c'est-à-dire qu'il va tomber. Et en fait, tomber, nous, on ressent simplement une lévitation, c'est-à-dire qu'on se sent légèrement soulevé et on plane complètement à l'intérieur de la carlingue. En tout cas, on est vraiment dans une situation de microgravité, on pèse 0, comme un esprit, comme le vent. Dès que c'est possible, je le refais, évidemment.
et autant de fois que possible. Non, c'est vraiment exceptionnel. L'impesanteur qui existe normalement dans l'espace est ici reproduite à une faible altitude. Mais comment un simple avion peut-il reproduire ce phénomène? Alors l'avion 0G, quand il a décollé, pour se placer en impesanteur, il va devoir décrire des trajectoires qui ressemblent à des cloches. Il part de 6000 mètres d'altitude et il va monter de cette façon jusqu'à 7500 mètres. À ce moment-là, profitant de son élan, on réduit les moteurs et on se place alors sur la trajectoire parabolique en impesanteur. Mais que se passe-t-il alors? Pour être en impesanteur, on doit être en chute libre. Si je lâche un objet devant moi, il tombe. Il est seulement soumis à la gravité. Alors si maintenant je lance devant moi, il va être en chute libre, mais sur une trajectoire parabolique. Eh bien c'est ce qu'on fait avec cet avion. Alors que ce soit une pomme, un avion ou n'importe quoi d'autre, lorsqu'on est sur cette trajectoire, on est en chute libre et on est en impesanteur. Si l'Airbus 0G monte à plus de 8000 mètres d'altitude et permet de flotter plusieurs fois pendant 22 secondes, il ne va pas dans l'espace. Dans quelques années, ce sera le cas du vaisseau imaginé par Richard Branson, le célèbre homme d'affaires. Un avion porteur à moteur classique emmènera une fusée à 15 km d'altitude, où l'air commence à se faire rare. La fusée sera alors larguée et c'est son moteur qui prendra le relais. La navette spatiale de Richard Branson va évoluer à peu près 5800 km/h jusqu'à 110 km d'altitude, donc à la frontière espace, avant de retomber en chute libre sur la Terre, ce qui va permettre aux touristes embarqués d'avoir environ 5 minutes d'impesanteur. Et pour une vue imprenable sur la courbure de la Terre et 5 minutes d'impesanteur, il en coûtera tout de même 250 000 €. Et il faudra être patient. Le Spaceship, dont la commercialisation était envisagée dès 2015, n'est pas encore tout à fait au point. La perspective pour nous, touristes, de voler dans l'espace est déjà extraordinaire. Mais imaginez passer une nuit dans un hôtel spatial. Des scientifiques espagnols, russes et américains planchent déjà sur le projet. Pour alléger le poids de l'hôtel, ils ont pensé à une structure gonflable. Mais cette structure pourrait rencontrer sur son chemin des obstacles majeurs, les débris spatiaux. Il y a énormément de débris dans l'espace. Vous avez des débris de différentes tailles qui proviennent de différentes sources, mais les plus dangereux, ça. Un simple boulon, sur Terre, aucun souci. Par contre, vous le mettez dans l'espace à une vitesse de 30 000 km/h, c'est une arme de destruction massive. Des centaines de milliers de débris, souvent causés par des collisions entre satellites, tournent autour de la Terre. Leur vitesse les rend très dangereux, même les plus petits. Pour y faire face, cet hôtel gonflable sera enveloppé d'une matière ultra résistante. Un prototype de celui-ci est déjà en orbite autour de la Terre. Pour l'instant, il est en bon état. Encore quelques années et nos rêves de voyage dans l'espace deviendront réalité.